Bonjour à vous tous et à vous toutes. Là où vous êtes, vous qui nous regardez. Je n'oublie pas les îles du Nord, les îles du Sud également. Et un salut extrêmement appuyé aux followers, les accros des réseaux sociaux. Vous qui nous postez beaucoup de commentaires, nous en prenons lecture. Merci, merci, restez fidèles à votre émission Eco Club. Alors, aujourd'hui, Eco Club va s'inscrire dans la continuité du thème, quelque sorte, du thème de la dimanche dernier, c'est savoir du 23 avril 2020. C'était bien le 23 avril, dimanche dernier, le 23 avril, autant que je sache, le 30 avril, je stabilise ma mémoire, hein, le 30 avril 2023. C'est-à-dire, nous parlerons de la violence. La violence, voilà donc une réalité qui cristallise toutes les attentions. Qui cristallise les attentions, mais aussi cristallise les espoirs, les inquiétudes, les peurs, mais aussi beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir pour des lendemains meilleurs. Il s'agira donc pour nous, avec les clubistes, de définir le concept. Qu'est-ce que nous imitons dans ce mot violence, compte tenu du contenant. Mais aussi, il s'agira de tenter d'expliquer ce qui paraît être en fait une réalité, une sorte de récurrence. Récurrence, disons, intergénérationnelle, qui expliquerait la permanence de cette violence dans l'espace et dans le temps. Pourquoi autant de violence? Comment expliquer cette violence? Comment s'articule la passation, en quelque sorte, entre les générations, toujours dans l'espace et dans le temps, puisque ce n'est pas un privilège français, cette violence. Donc, tout cela sera abordé. Vous le comprendrez donc, chers téléspectateurs, notre thème d'aujourd'hui, violence, transmission intergénérationnelle inquiétante. Voilà donc le cocktail d'aujourd'hui, le cocktail thématique qui nous réunit donc ce jour, 7 mai 2023. Alors, messieurs, il s'agit bien entendu de vous saluer. Merci les clubistes d'être là. Je commencerai à ma droite spatiale, comme d'habitude. Monsieur Ramaille, bonjour à vous. Bonjour Monsieur Semou, bonjour aux amis du plateau, bonjour à tous ceux qui nous regardent, et puis bon dimanche à tous. Mais je voulais faire un petit coup de sirop. Allez-y, tu peux y aller. Pour féliciter le club sportif Moulien qui est champion avant même la fin du championnat. Et donc, pour féliciter tous les joueurs, tout l'encadrement, et puis tous ceux qui ont contribué, et les supporters aussi qui ont contribué, dont moi-même, et je pense qu'ici même il y a des supporters du club sportif Moulien. Donc, pour dire félicitations à tout le monde, supporters, encadrement et joueurs, et tous ceux que j'ai oubliés. Félicitations. Merci bien, René Bouchon. Alors, bonjour à vous, René. Oui, non, bien belle bonjour à tout le monde. Oui. Tout le monde son semaine, en bonne semaine, c'est un gros problème, parce que ces jours-là, ça, on va lever pour pas attendre qu'il y ait un mort quelconque. Qui n'a pas accident, qui pas bien bête, coup de couteau, des bidons comme ça, et qui, normalement, enfin, bel bonjour à tout le monde, pour nous payer petit à petit, toute une société beaucoup plus apaisée. Mais c'est vrai que pour y apaiser, il faut aussi créer les conditions pour y apaiser. Les conditions d'apaisement. Et bien entendu, Nico. Oui, bonjour Jean, bonjour à tout le monde. Bonjour Raphaël qui n'est pas là. Et oui, ça je ne l'ai pas souligné, mais voilà. Je vais le faire. Oui. Bonjour à Colette qui me dit ton travail. Oui, je fais petit canal, dit-on. Nul n'est parfait. Oui. Mandré aussi, là où il est.
tous ceux qui nous regardent. Alors, je vais commencer par me moquer un peu. Je salue ma fille. Bien entendu, la Kaladja. Et qui, bien sûr, salue tout particulièrement René. Le monsieur qui est à ta gauche. Le monsieur qui est à ma gauche. À ta gauche. Et attention, à ta gauche spatiale. Il ne va pas louper René un dimanche. Bon, bref. Hein. Et d'ailleurs, ceci dit, elle est beaucoup plus tolérante avec lui qu'avec moi. Hein. Nous, quand elle est entre nous. Hein. J'ai droit à aucune erreur. Hein. Bon. Bref, en tout cas, très très heureux d'être là et pour ce débat que j'espère fraternel, amical et fructueux. Ah, monsieur, voilà. Alors, tu l'as un peu souligné, mais je reviens là-dessus. Nous sommes un petit peu restreints aujourd'hui en termes d'effectifs. Bon, Raphaël Spionel n'est pas avec nous aujourd'hui. Il l'a signalé dans le groupe. Et également, notre ami Collet est retenu par les circonstances en quelque sorte. Alors, messieurs, vous savez, EcoClub se distingue par sa longévité, sa constance, on en parle. Il y a un autre élément de sa distinction, ce sont les préliminaires. Nous sommes bien habitués à ces préliminaires qui, pour nous, disons-le, ce sont les marqueurs de l'actualité de la semaine. EcoClub, toujours, commence par ces préliminaires. Alors, nous avons bien entendu cette abrogation, il ne faut pas confondre les mots, abrogation de la loi du 5 août, et on va indiscutablement vers la réintégration du personnel non vacciné. Alors, pour ouvrir ce débat, je vais demander donc à la technique de nous présenter une vidéo concernant donc cette thématique-là. Aujourd'hui, il n'y a plus d'état d'urgence. Nous avons des retours d'expérience concernant l'efficacité des vaccins. La HAS elle-même considère que plus de 80% des personnels n'ont pas leur schéma vaccinal complet aujourd'hui. Donc il n'y a pas de raison que nous n'abrogions pas cette loi, plutôt que de laisser la main au gouvernement de la possibilité de faire comme il veut, quand il veut, avec les conditions qu'il souhaite. La Haute Autorité de Santé nous a rendu le premier volet de ses travaux, le 30 mars, qui tient compte de l'évolution du contexte épidémiologique et qui s'oriente vers la levée de l'obligation vaccinale des professionnels de santé sur la base d'arguments médicaux et scientifiques. Aussi, conformément à ce que nous avons toujours fait, j'ai annoncé le jour de la publication de cet avis que le gouvernement suivrait l'avis de la Haute Autorité de Santé et procéderait à la réintégration des professionnels de santé suspendus pour non-respect de l'obligation vaccinale. Je redis ici tout l'attachement que les communistes et le groupe GDR dans son entier a pour l'ensemble des scientifiques, le respect que nous avons pour la science, le respect que nous avons pour la vaccination de tous les Français. Et je demande simplement que les personnels qui ont été radiés de manière brutale puissent être réintégrés aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui même, des soignants se trouvent en état de travailler dans des hôpitaux en ayant le Covid, et c'est la situation que nous vivons aujourd'hui. Le ministre s'est engagé, je crois savoir, monsieur le ministre, qu'il y a un décret qui est prêt et qui devra être publié le 14 mai. Et dans ce décret, chers collègues, un élément important. Il y aura même la possibilité d'une visite médicale pour ces personnels, justement pour mieux les accueillir dans les services dans lesquels ils sont réintégrés. Et d'ailleurs, ça vient en complément de ce que vous avez oublié dans votre PPL, parce qu'à aucun moment, justement, vous avez posé les conditions de réintégration, notamment portant sur l'état de santé de ces patients, de ces personnels soignants. Pour 157 contre 137, l'Assemblée nationale a adopté. Prochaine séance, cet après-midi à 15h. Alors, mes amis clubistes, vous avez entendu, vous avez vu la vidéo. J'ai envie de vous poser la question. Cette loi, est-ce qu'elle était nécessaire? Il y avait déjà peut-être... Il y avait la décision, l'avis de la HAS, la Haute Autorité de Santé. Nous avons entendu aussi le ministre de la Santé concernant sa réponse, qu'il avait bien dit qu'il allait suivre les décisions de la HAS. Alors, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que
c'est un jeu politique, hein. On voit sans doute Nico Bouffier à toi. Est-ce que c'était nécessaire, une roche dans la mare? Est-ce que c'était nécessaire vraiment de venir à cette loi? Ok, je commence. Hein. Allez-y. On va commencer, Jean. Hein? Tu voulais, Raymond, ouais. Aujourd'hui, exceptionnellement, la gauche spatiale. Hein. On va y aller. Non, on va commencer parce que je commence parce que d'abord, il y a des choses qui me plaisent là-dedans, dans cet événement-là. Une chose qui me plaît, ce soit un Guyanais. Ah oui. Hein, qui, s'appuyant sur une réalité guyanaise, parle à la France. J'aime ce signe-là. C'est-à-dire que tu es parlementaire de la République, pas des problèmes, hein, et donc tu es pas le parlementaire de la Guyane, je veux bien. Mais par contre, tu dis à ce qu'ils appellent la représentation nationale que expérience a, hein, tes remontées du terrain, ton vécu du terrain, te permet de parler non seulement à la Guyane, hein, mais à toute la France. Ça j'aime ça. Je n'aime pas le petit parlementaire qui parle uniquement de ce qu'il y a du côté impair de la rue Frébeau. Hein, vous mettant, il est président de la région, au maire de Pointe-à-Pitre. Hein. Donc, il y a quelque chose que les Guyanais font souvent. C'est les bouts qui sont d'une dimension continentale. Hein. Il y a une dimension continentale. Et ils ont bien aimé s'appuyer sur ce qu'ils sont pour tenir un grand discours national, quoi, avec les deux sens du mot. Hein. Donc ce geste-là, d'autant plus que c'est le fils d'un ami à moi, hein, de Castor. Le fils Castor, là, qui est peut-être plus grand que son papa, peut-être encore, hein, tellement c'est beau gars. Et donc il nous enseigne quelque chose. Ne jamais oublier qui nous sommes, d'où nous venons. Et ça peut éclairer à la limite nous-mêmes et peut-être plus loin. Ça, c'est premier. Deuxième chose, ça c'est plus technique. C'est en concurrence qui nie entre le domaine de la loi et le domaine du règlement. C'est une concurrence. C'est une concurrence. Hein? Bon, dans un grand pays démocratique, normalement, il n'y a pas photo. C'est le domaine de la loi et du Parlement qui doit l'emporter. Ah ouais, dans un grand pays démocratique, hein? Dans un grand pays où le Parlement, tu as des élus du peuple qui sont là. Et donc, c'est la voix du peuple qui doit l'emporter sur des gens désignés par le gouvernement, par un Premier ministre. La légitimité, normalement, elle est là. Donc, il n'y a pas photo dans la légitimité politique, je pense. Bon. Par contre, dans la manœuvre, ça c'est notre bitin, la manœuvre, c'est notre bitin. Parce que le gouvernement, il a dit, il préfère son décret à ta loi d'abrogation. Parce que décret, ça veut dire que ça existe toujours. Donc, il aménage la loi. Hein? Il dit, bon, on va suspendre. On va reprendre après. On peut reprendre après. Ça veut dire que lorsque le parlementaire, lui, il abroge la loi, on est KO. On est à terre. Et donc, il faut recommencer. On gagne du temps ou on perd du temps? C'est le cas. On se met à la réalité telle qu'elle est. Et le pouvoir appartenant aux parlementaires, tu obliges le gouvernement à revenir et à utiliser les leviers dont il dispose, déclaration d'urgence, etc., faire voter la loi, etc. Bon, mais c'est une remise à plat de la chose, tout est posé, et le Parlement, en tant que puissance démocratique du domaine de la loi, dit, voilà, moi, j'ai pris la... Bon, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle légitimité, quelle valeur peut avoir aujourd'hui une circulaire d'application d'une loi abrogée? D'une loi abrogée. Qui s'en salit? C'est une belle question. Abrogée. On peut toujours revoter une loi. Oui, mais s'il y a une majorité. Parce que cette loi, je me permets enfin de poser la question, cette loi a été votée alors que le gouvernement avait une majorité à l'époque. D'accord. Oui. Maintenant, elle a été abrogée, mais s'il y a recrudescence de la pandémie, on pourrait, on ne sait jamais, pas peut-être cette année, mais enfin, sous un autre gouvernement, on pourrait avoir une loi qui a les mêmes couleurs que... Il faut recommencer. En tout cas, il faut recommencer. Il faut recommencer. Et l'histoire ne bégaye pas. L'histoire n'a pas qu'à bégayer, comme dit Karl Marx. Bon. Mais ce que je veux te faire remarquer, c'est qu'aujourd'hui, dans l'application de la réintégration des gens. C'est ça le problème-là. Oui, ça c'est... On se base sur quoi? On va se baser sur quoi? Si la loi n'existe plus,
Il y aura des conséquences, bien entendu. Si la loi n'existe plus, que vaut un décret d'application d'une loi qui est abrogé? Non, il n'y aura pas, c'est fini. Mais le problème là, donc, voilà le problème. Et donc ça veut dire qu'il faut repenser, je pense, l'écriture de la réintégration. Parce que le gouvernement, lui, avait déjà prévu son dispositif. Il était déjà dit que voilà, on va écrire aux gens, il faut qu'ils viennent, on va fixer un rendez-vous. Si on pas vu, nous que licencier. Qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui tout ça si la loi est abrogée? Ça, c'est des belles questions. Parce qu'en fait, et j'arrête là, la vraie question aujourd'hui, maintenant qu'on sait que les soignants, comme on l'a toujours dit ici, doivent retourner à leur emploi, la question est dans quelles conditions ils le font. Et c'est ça le grand débat qui peut être l'objet d'une discussion entre nous. C'est un débat qui arrivera au Parlement, penses-tu? Non, ce sera une décision du gouvernement sur la réintégration. Les soignants seront réintégrés. Je crois qu'il y a une question à laquelle vraiment le personnel y tient. C'est la question du paiement des salaires. Donc, on va en revenir. Je dirais tout ça, Nico, mais à t'écouter, il y a des téléspectateurs qui nous disent, oui, mais le sale boulot, on donne toujours ça. Les Guyanais, on a l'habitude, on pense à Taubira. Taubira, le mariage pour tous, c'est Taubira qu'on a lancé. Maintenant, pour ce boulot-là, c'est un Guyanais. Il y a ceux qui nous écoutent qui diront très certainement tout ce qui est sale boulot, on laisse ça aux Guyanais. Ce sont il s'agit là peut-être. Il faut les aider à comprendre que les Guyanais, que nous connaissons des gens de grand talent. Oui, grand talent. Et que s'il y avait des Guadeloupéens qui avaient ce talent-là, peut-être qu'il serait en France président du Sénat pendant 24 ans, il serait ministre dans des compétences régaliennes et non pas gérer des sous-préfectures, et ce seront des gens qui, dans la division continentale, en bien explication à ça, de la continentale, comme les Boumkou Kataye, qui sont des grands personnages de l'histoire. Donc, ne comparons pas les grandes choses aux petites. Faut être sérieux. Par contre, encore pas les tropes là, mais par contre, le retour des soignants qui nous... c'est une vraie question. C'est une vraie question. Qui va nous régler ça? Comment on fait? C'est pas évident. Mais maintenant, c'est clair. C'est clair. Il faut qu'ils intègrent. Oui, ils feront intégrer. Donc la question, c'est comment. Comment faire et quelles sont les responsabilités aussi? Comment faire? Les responsabilités, parce que, dit-on, le personnel vacciné à l'intérieur était majoritaire. Dans les hôpitaux, d'une manière. Dans le système hospitalier français, il faut faire en sorte que ces je dirais, de microcosme en quelque sorte, les vaccinés et les non-vaccinés, les suspendus, puissent cohabiter dans cette entité qu'est le système hospitalier. Jean, on cap à l'étoile une dernière fois. Jean, oui, quand j'entends ça, j'ai envie de dire que ceux qui sont restés dans l'habitation avant l'abolition de l'esclavage n'ont pas une prime particulière par rapport à ceux qui ont fui l'habitation. Voilà. Donc, il faut être un peu sérieux. Cette histoire, oui, au parti, au machin, putain, et nous qui étions là, c'est quoi ces histoires? La loi qui arrive, si la loi dit tout le monde est réintégré sans condition de vaccin, c'est ça qui fait la loi. Et il n'y a pas à dire, ouais, d'accord, mais moi, on s'y portait, putain, là, et vous, pas s'y porter, tout ça. Ceux qui ont fui l'habitation, alors que c'était illégal, et par rapport à ceux qui sont restés dans l'habitation, n'ont pas une prime particulière parce qu'ils ont été soumis à l'ordre établi. Alors, nous revenons à René. Alors, René, ça m'a envie de dire, René, c'est que les soignants, le personnel suspendu a été très clair, attaché à la rémunération. Mais dans la fonction publique de l'État territorial, c'est le service fait qui est payé. Si le service n'est pas fait, vous ne serez pas payé. C'est ça la fonction publique d'État et la fonction publique d'une manière générale. Alors, quand nous avons quelqu'un devenu là maintenant pendant 2 ans, ils n'ont pas eu de salaire, ils ont été soutenus par un collectif et aussi par des syndicats. Vont-ils se retourner contre l'État, contre les syndicats qui les ont soutenus? Alors, j'ai envie de t'entendre là-dessus. Quand on dit nous, René? Non, ça on a dit. C'est que ça qui votait là, l'abrogation là, il n'y a aucun sens. C'est quelqu'un a voté loi là qui était publiée, et en particulier tout caractère répressif là qui était dans la loi là. Parce qu'il ne faut pas oublier que la loi là a été publiée comme obligation, avec pour conséquence 6 points. L'abrogation là qui a supprimé ça.
qui a supprimé ça. Ah oui, désolé. C'est-à-dire, le gouvernement n'a pas la main là-dessus. Ça a supprimé, ça veut dire qu'il a supprimé la loi là, ça. Donc, l'aspect répressif, l'aspect répressif... Parce qu'il faut nous informer le peuple à côté. Non, mais moi, quand informer, qu'on bien sorti, l'aspect répressif qui a tombé, il faut remettre en cause aussi... Il faut remettre en cause aussi, il faut nous clairer ça, il faut remettre en cause aussi, décret là tel qu'il a été prévu à publier le 14. Oui, de quoi entendre, oui. Puisque compagnie obligation, pas tenir pour raison de te suspendre moun. Et en particulier, pas tenir pour raison de venir dire que quand il y a suspendu par rapport aux lois qui trouvaient abrogées, eh bien, il n'y a pas ni droit à rien, ni en termes de carrière, ni en termes de... donc, si vous voulez, pour moi, c'est un paquet extrêmement important. Et qui, effectivement, si ils étaient contentés de suspendre, à un moment-là, ça a décrit là qu'on a publié là, il a été publié parce qu'on a pillé les lois là, qui est juste suspendu, mais qui peut être rétabli à n'importe quel moment. Et tout aspect répressif là, t'es arrêté en tant qu'épée de Damoclès. T'es arrêté. Là, c'est pas du tout nous pas dans le même type d'habitat là. Alors évidemment, en habitat Sénat là, il peut toujours modifier tout ça. Oui. Mais en cas dit que son habitat qui est extrêmement important, d'avoir ouvert d'autres perspectives pour ces soignants-là qui passent à cette réintégration. Oui. Qui c'est la réintégration et la possibilité de ni réparation. Oui. Alors, il y a un point très important pour nous signaler, parce que la population là, quand nous sommes là pour nous éclairer, nous sommes bien là pour éclairer le peuple, la population. La loi, elle a été abrogée, elle n'a pas été annulée. Ah, mais s'il y a bougé, c'est qu'il y a... Ah non, il faut nous garder. Nous ne sommes pas spécialistes. Nico, c'est ton domaine. Il est très clair. Une loi abrogée n'a pas d'effet rétroactif. Une loi annulée a des effets rétroactifs. Non. C'est très bien. Hein? Donc, non, nous sommes là pour éclairer la population. Donc, ça, c'est un grand débat. Ça, c'est un grand débat juriste, d'ailleurs. C'est un grand débat. Oui. Une chose est certaine, c'est que le fameux décret, on peut mettre à la poubelle. Ouais. Le décret va revenir devant l'Assemblée. Non, ne mélangeons pas. On parle de la loi. Non, on parle de la loi. Cette loi-là, si l'Assemblée nationale l'a votée, elle a voté l'abrogation. Hein? Oui, d'accord. Si parce que, comme dit Castor, ça permet aux législatifs de reprendre la main sur l'exécutif. Ils reprennent la main. Donc, il a repris la main. Et ceux qui sont inquiets en disant est-ce qu'elle va être votée définitivement, peut-être qu'elle va être votée définitivement. Hein? Parce que même si le Sénat la modifie, elle revient... Devant l'Assemblée, l'Assemblée a le dernier mot. Et l'Assemblée nationale peut... Donc, ça veut dire que peut-être qu'on aura une loi abrogeant l'ancienne et créant des conditions nouvelles de son application. Oui, mais... et donc, ça veut dire que tout redevient possible. Tout redevient possible. Oui. Et donc, en plus de ça, Jean, il y a un volet intéressant quand on parle pas beaucoup, c'est celui de la responsabilité. Responsabilité. Parce qu'on peut ouvrir, sur cette base-là, la responsabilité de l'État. Et donc, il y a deux terrains. Celui du droit du travail, et là, il faut nous gommer, et celui de la responsabilité de l'État. On ne peut pas jouer impunément avec le travail des gens. On va revenir à la pub. Hein. La publicité reviendra tout à l'heure un instant. Publicité, technicien. Nous sommes de retour, nous poursuivons donc ce débat sur la question, dans le cadre des préliminaires, la question de la réintégration du personnel soignant suspendu. Il y a eu donc vote à l'Assemblée nationale, bien la question reviendra au Sénat. Alors, d'abord, monsieur Ramaille, que pensez-vous? Quel est votre ressenti, votre regard sur cette décision, concernant cette décision, puisque souvent on a entendu dire qu'il y a ceux qui ont travaillé, n'est-ce pas,
qui sont plus nombreux que ceux qui n'ont pas travaillé, et que forcément, il faut arriver à mettre en synergie ces deux composantes, n'est-ce pas, du système hospitalier. Parce que c'est une nouvelle donne qui se présente à ce moment. Alors, allez-y. Oui, effectivement, c'est une nouvelle donne. La loi a été abrogée, donc il faut en tenir compte. Maintenant, la haute autorité a donné son avis, le gouvernement a suivi. Il n'y avait pas tellement de choix que de suivre ce qui a été décidé et ce que l'avis de... Il y a l'avis de la HAS, de la haute autorité de santé, et il y a surtout le... C'est stupide, si la haute autorité, quoique ça aurait pu se faire, mais c'est quand même stupide si la haute autorité a donné un avis sur la base des verdicts scientifiques. Donc le gouvernement a suivi, donc maintenant il faut prendre les dispositions pour voir comment, c'est plus dans le comment nous sommes aujourd'hui, comment réintégrer. Parce que ça ne va pas se faire sans crispation, sans crispation, déjà, quand on regarde du nombre de personnes concernées par la réintégration, nous sommes allés à tout pousser autour de 2% par rapport à la quantité de personnes concernées sur le plan, dans le domaine de la santé. Donc, il est bien évident, si on prend le cas de la Guadeloupe, on voit bien qu'il y a déjà une certaine hostilité de ceux qui sont en poste, autour de 85, 90%, 98%, qui éprouvent un certain, une certaine crispation dans la réintégration. Maintenant, c'est la loi. Si la loi est ainsi votée, qui doit passer au Sénat et revenir au Parlement, il y aura des conditions, comment réintégrer, et c'est là que toute l'attention doit être portée pour ne pas désorganiser les services. Protéger les parties. Tout à fait. On voit par exemple en Guadeloupe, pour reprendre le cas de la Guadeloupe, que je connais mieux que les autres cas français, on voit bien que l'hôpital, d'une manière générale, au regard de ce que j'entends de personnes ayant fréquenté, des patients ayant fréquenté l'hôpital depuis quelque temps, ils ont l'impression que tout va bien, en tout cas tout va mieux à l'hôpital. Donc, si réintégration, je pense qu'il y aura réintégration, il faudra en tenir compte pour organiser les services pour qu'il n'y ait pas, pour ne pas ajouter de perturbations dans la qualité des soins donnés aux Guadeloupéens, pour prendre le cas de la Guadeloupe, pour ne pas perturber ce fonctionnement qui est en amélioration, dirais-je, par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. Donc voilà pour moi ce que je ressens. Il y a aussi cette affaire de comment, au niveau de la rémunération, là aussi, il faudra prendre un certain nombre de dispositions pour ne pas créer, en résolvant un problème de côté, pour ne pas créer d'autres problèmes à l'opposé, pour ne pas, pour chercher un équilibre pour cette réintégration, pour ne pas désorganiser les services, que je me répète, parce que là, c'était vraiment le problème à régler. Comment se fera cette réintégration, sur la base de quoi? Sur les salaires, sur les salaires non perçus, sur la retraite, les années, est-ce qu'il y a des années perdues ou pas perdues? Parce qu'il y en a qui ont travaillé, qui disent, bon, moi j'ai travaillé, pourquoi on va donner à ceux qui n'ont pas travaillé les mêmes conditions que moi. Donc il y aura toute cette donne à régler et à traiter pour ne pas créer d'autres perturbations peut-être plus graves que ce qu'on a connu ces derniers temps. Voilà. Bon, parce que c'est quand même un paradoxe. Quand même. Oui. Nous parlons entre nous, c'est quand même un paradoxe. On ne peut pas dire à la fois, ils ne sont pas nombreux. Hein? Ils ne sont pas nombreux, c'est vrai. Et à fois dire, ils ont une puissance de perturbation exceptionnelle. Soit ils ne sont pas nombreux, et à ce moment-là, bon, il n'y a plus de problème. Hein? Bon, il y a quand même vide, il n'y a pas nombreux. Mais peut-être de l'autre côté. Mais si ils sont pas nombreux, et ils sont capables de perturber la majorité, je ne comprends pas très bien. Ça ne va pas comprendre. Et puis deuxièmement, je pense qu'il faut que nous soyons plus bienveillants. À l'égard de nos parents, nos familles en cas souffert, qui pendant 2 ans n'ont pas travaillé, n'ont pas eu d'argent. Oui, c'est une question de cœur. Non, mais c'est pas exclu. Nous sommes une grande famille ici. Moi, je pense que nous gagnerons
hein, être plus bienveillant, et surtout avec l'argent qui ne nous appartient pas normalement. Hein, bon. Et que l'État français est capable de dispenser des sommes, des subventions, de l'argent à tort et à travers, et subitement, nous apercevons que nous sommes les gardiens de son argent, hein, plus français que lui, plus régalien que lui-même, alors qu'il s'agit de nous-mêmes. Donc je pense que nous ferions bien, en tant que Guadeloupéens, d'avoir un peu plus de mesure, hein, parce que les enjeux qu'il y a là dépassent les dossiers et les lois. Ce sont des familles, des hommes et des femmes qui ont souffert. Et s'il y a une opportunité pour eux de régler cette question-là, ne les chargeons pas tous les maux de la terre. Ils ont été des héros pendant un temps, hein, à l'époque, la première vague du Covid, et ne les transformons pas en parias, hein, aujourd'hui. Alors moi, je connais effectivement dans ce cas-là, il y a eu des personnes, il y a eu des divorces, il y a eu des saisies. Oui, ça j'ai connu. J'ai connu aussi dans un couple qui avait passé des moments extrêmement difficiles. Eh bien, c'est donc la femme, très vite, elle a été se faire vacciner et elle a restabilisé sa situation à la banque. Donc, il y a effectivement des personnes qui sont très attachées à la non-vaccination. Il y a d'autres personnes qui se sont dit, oui, mais je risque de perdre mon travail et mes enfants ne pourront pas. Donc, moi, je fais me vacciner. Et il y a ça. Il faut bien voir des réalités qui sont d'une complexité toujours... Voilà, sur cette question, et on va revenir. Je voulais dire juste deux choses. S'il y avait véritablement perturbation forte, hein, s'il y avait crainte de perturbation forte aux élections professionnelles, ce ne sont pas les organisations syndicales qui avaient soutenu ces soignants-là qui auraient gagné les élections professionnelles au CHU. Or, ce sont ces organisations syndicales qui ont gagné les élections professionnelles. Oui. Ce qui montre bien qu'il n'y a pas obligatoirement de situation explosive si les gens viennent reprendre ou tout ça. Il y a une certaine solidarité, à la fois sympathie, solidarité de travail, etc., qui s'établit à ce niveau-là avec des gens qui ont fait des choix, point final. C'est tout. Deuxièmement, on ne peut pas dire que la capacité de fonctionnement de l'hôpital n'a pas été atteinte, c'est pas vrai. Moi, je connais de nombreuses personnes, et même des soignants qui disaient qu'ils ont été affectés parce qu'il y a eu diminution de personnel et ça a eu des conséquences. Et il y a des services qui sont entrés en grève, d'ailleurs, pour un certain nombre de moments là-dessus, mais pas de grève forte, quand même, mais qui sont en grève parce qu'ils avaient un supplément. Donc, en fait, la remise de ces personnels en place ne peut que soulager les conditions de travail qui étaient de plus en plus difficiles. Bon, donc ça ne peut pas porter de perturbation. Les problèmes de la reprise et des indemnisations et tout ça doivent être traités par les organisations syndicales et les directions des établissements, etc. Oui, de façon à pouvoir régler cette question-là avec peut-être une directive, mais elle doit porter essentiellement. Et ne peut pas léser non plus les personnels qui viennent en reprise, leur enlever tous les droits. Parce que c'est pas une décision qu'ils ont prise d'arrêter. On les a bien arrêtés. Donc, à ce niveau-là, il ne peut pas y avoir de déstabilisation. Par contre, il y aura un problème à régler. Il faudra régler ces problèmes-là avec la direction de l'hôpital. Mais ce n'est pas à l'intérieur des services et entre les personnels que ça va être réglé. Je te signale en passant qu'il y a beaucoup de personnels aussi qui se sont fait vacciner, mais par peur. Hein. Oui. Et si à l'heure il y a ceux qui ne se sont pas fait vacciner par peur aussi. Par peur. Les deux. Oui, mais qui se sont fait vacciner aussi par peur. Et si à l'heure actuelle, à l'hôpital, je crois que le député l'a dit, 80% des personnels n'ont pas un schéma complet de vaccination. C'est pas pour rien. Enfin, c'est pas pour rien. Il est député. Non, mais il a raison. Je peux te citer. Oui. Pas mal de gens à l'hôpital qui n'ont pris ni de troisième dose, ni de quatrième dose, ni de etc. Donc ça n'a pas. Si tu veux, on n'a pas les chiffres. Non, mais on n'a pas les chiffres. C'est même quand un député parle, des fois, il faut. Non, on n'a pas les chiffres, mais je peux te dire qu'on a les chiffres. D'accord, tu te fais confiance. Donc à ce niveau-là, attention. Oui, on va poursuivre. Je ne défends pas à tout prix, etc. Parce que moi, je me suis fait vacciner et je me suis fait vacciner non pas parce que j'avais peur, mais c'était une décision tout à fait personnel par rapport à etc. Mais je n'ai pas été au-delà de 3 doses, effectivement, tout simplement.
parce que j'estimais que un vaccin qui te demande tous les 2 mois à faire une dose en plus, c'est pas un vaccin. Depuis le départ, je savais que c'était pas pour moi, c'était pas un vaccin. Bon, mais j'ai accepté. Bon, donc il y a différentes raisons aussi pour lesquelles on a accepté. Hein. Bon, donc ce que je veux te dire là-dessus, c'est qu'il ne peut pas y avoir normalement de perturbation de service ou etc. C'est pas là que le problème va se trouver. Là où il y aura certainement conflit, c'est sûr, dans les conditions de réintégration, c'est sur les indemnisations données au personnel. Alors, bon, c'est un problème français, nous faisons partie de cet ensemble. Nous devons aussi avoir une pensée pour nous demain. Quand nous aurons notre statut, nous serons responsabilité totale, nous allons voter des lois qui ne seront pas appliquées par certains, appliquées par d'autres. Et puis, ce sera un problème qui va nous concerner, à nous-mêmes, Guadeloupéens, dans la nouvelle configuration qui pourrait éventuellement être la nôtre. Voilà, en tout cas, souhaitons que ça se passe mieux pour ce personnel suspendu parce qu'ils vont être réintégrés. Alors, messieurs, venons-en à l'essence même de notre sujet, la question de la violence. J'ai envie d'abord vous interroger, vous entendre. On va définir le concept, sans doute. Dans vos interventions, vous allez entendre, pouvoir dire ce que vous entendez par violence. Là, on parle de la violence, on parle aussi des violences. Raphaël Spounel, notre maître français, sur la question, nous écoute. Sans doute, il n'a pas pu être avec nous. Alors, d'abord, il y a, à travers ce qui s'est produit à Morne-à-l'Eau, dans la commune de Nico, à Vieux-Bourg, où le maire, nous en avons parlé la fois dernière, n'est-ce pas, mais nous avons aussi entendu les réactions des politiques. Hein. Tous, ils ont dit oui, ils condamnent. Mais par contre aussi, permettez-moi de le dire, j'ai entendu la réaction de Jalton, qui l'a condamné, mais il a dit qu'il souhaite bien que la justice condamne sévèrement les auteurs. Tandis que de les autres, j'ai entendu dire, oui, on condamne. Moi, ça m'a marqué beaucoup. Alors, Nico, c'est ta commune, hein, n'est-ce pas? Ça n'a pas l'habitude, surtout, de se produire à Vieux-Bourg. Vieux-Bourg, Morne-à-l'Eau, à ma connaissance, c'est une section tranquille, là, n'est-ce pas? Ce sont des personnes de Vieux-Bourg, ou du moins des personnes qui sont venues s'amuser. Moi, je ne sais pas, mais en fait, ça m'a étonné énormément. Bon, alors, d'abord, je souhaiterais qu'on prenne un peu de recul pour commencer cette affaire-là. Un peu de recul. Et j'ai envie de le faire avec un peu d'humour. Là, nous étions tout petits, et Jean Barda y compris. Oui. L'une de nos spécialités, nous étions capables depuis l'église en Olala, hein, cela, c'est nous cas déshabiller, nous faisons nous cas descendre, et nous cas plongeons l'eau là, premier qui arrivait sans vêtements. Hein? Pour dire ça à peu de choses prêt à nager. Hein? Donc ça veut dire que pour un monde de sérieux à Vieux-Bourg, pas paix, l'emmène de l'eau là qui à Vieux-Bourg là. Nous pas faire ça, nous pas faire de l'eau ça. Hein? Bon. Et donc, nous qu'à tomber là, nous pas qu'à tomber. Tout le monde a tombé en l'eau là, ça. Tout le monde a nagé là aussi. Donc, je voudrais dire à la Guadeloupe, parce que la Guadeloupe est faite de non-nageurs, hein? Oui. Mais à Vieux-Bourg, à pas qu'en nous. Hein? À pas qu'en nous. Hein? C'est comme les Saint-Ouen, nous pas perdre de l'eau, hein? Et nous pas perdre n'ayant de l'eau. Donc, l'eau, à Morne-à-l'Eau, a pas un ennemi, hein? A pas une angoisse. Et c'est vrai que les gens qui ont eu peur que le maire se noie dans l'eau, je leur rassure, hein? Jean Barda est un excellent nageur. Hein? Donc, ni problème. Par contre, c'est vrai qu'il y a d'autres choses plus symboliques. Symboliques? Oui, non. On va sortir dans Bitaille, assassinat contre le maire de Morne-à-l'Eau. Non, pas ça, du tout. Hein. C'est plutôt symbolique. Il y a un débat symbolique sur l'autorité, hein, sur le respect qu'on doit. Ça, le débat est ouvert là-dessus. Hein. D'accord, je crois que là-dessus, c'est là qu'il faut ouvrir le débat. D'ailleurs, Jean Bardaille, que j'ai revu après, hein, oui. Jean est tranquille, hein, Jean tranquille, son bouc solide, Jean Bardaille. Nico, sur la question même du maire, de l'élu, chef il n'y a pas de débat concernant l'autorité. Le maire, le chef d'identité doit être respecté. Mais c'est ce que je te dis. Le débat, il se porte là. On critique les élus, oui. Non, Jean, mais un maire, je me suis mal fait comprendre. Le débat n'est pas sur un assassinat du maire de Morne-à-l'Eau qu'on a poussé dans l'eau pour se noyer.
Le débat, il est effectivement, tu as raison, sur la question du respect de l'autorité l'autorité d'une manière générale. Politique en particulier. Respect de l'autorité. L'autorité politique. Bon. Et bon, alors bon, ça veut dire quoi? Je pense que, je serai un peu sévère, hein. Il faut se procurer le respect pour l'avoir aussi quand même, Jean. Moi, je t'écoute. Parole là, c'est qui veut du respect sans procure, hein, d'accord, hein? Tu parles d'Éric Jalton, hein? Je parlais de Frédéric Jalton. Oui. Ou quoi que sincèrement, que nous avons en boîte de jeunes là, qui était qu'imagine un instant pousser Frédéric Jalton. Non. Oui. Même s'il était qu'à marcher au bois de Lola, hein? C'est un monument. Oui, voilà. Un monument parce que le respect, il était à incarner ça. Hein? Et quand le père Jalton quittait sa maison pour aller à la mairie, moun pas quand même parler à ces chemins là. C'est un bureau là, ça fait un bureau là où à Casa il y avait Mona. Hein? Voilà. Donc ça veut dire aussi que si jeunes-là nous peut pousser et Nico Italique, et Jean Bardaille, et René Beauchamp-de-L'eau, c'est qu'il y a un changement qui fait. Un changement qui fait. À deux niveaux. Dans la stature de l'élu, et puis dans la façon dont le citoyen considère cette affaire-là. Et la dégradation de l'image du travail n'est pas imputable uniquement à celui qui a poussé le maire à l'eau. Hein. C'est pas imputable à ça. Il y a une responsabilité, je crois, hein, Bon, par contre, les formules convenues, les postures de communiqué de l'AFP, nous sommes des spécialistes à on le bois, hein, nous connaissent ça. Et nous savons que ces mêmes gens-là qui voient les télégrammes, machin, les lumières éteintes, ils ont roulé à terre, ils ont ri, et ils ont fait gérer ça. Et je n'ai pas cité de nom, hein, de gens qui envoyaient des gros postes et qui l'aiment nous contrer, car ri de ça. Quoi. Bon, donc, le résumé de ça, je vais être clair. Ce qui est mis en cause, et c'est vrai que c'est grave, c'est l'autorité de ceux qui nous représentent. L'autorité de ceux qui nous représentent. Et ce qui est mis en cause, c'est la perception citoyenne, hein, que nous avons des gens qui nous disent il y a du travail, de part et d'autre. Alors, on revient donc à René. René, bon, indiscutablement, c'est une forme de transgression par rapport entre guillemets, des règles établies. Vous savez, on parlait de Père Jalton, c'est des années passées, il y avait le respect pour ces sortes de monuments politiques, en quelque sorte. Alors, quand on regarde la situation qui se présente dans le cas du maire de Monalo, c'est ça qui s'est présenté, je parle de transgression. Oui, c'est une transgression relativement à ce que nous avons connu. Est-ce que nous, générations, nous sommes des contemporains, est-ce que nous allons garantir cette transmission intergénérationnelle de la violence? Parce que c'est une forme de violence. Est-ce que nous allons, dans nos expressions, dans nos analyses, n'est-ce pas, sur les plateaux télévisés ailleurs, chez nous ou entre amis, encourager ça, ne pas condamner ça, et au risque de faire de nos progénitures aussi des violents? C'est la question que j'ai envie de demander un peu à René, puisque on est acteur ou licence à analyse. En tout cas, fait l'école. Ah oui, tu es enseignant, donc. Excusez-moi, être enseignant, et en tant qu'enseignant, bon, en tout cas aussi, participer à l'éducation à Timoun, même si l'éducation fondamentale, tu as fait en famille là, par rapport à un certain nombre. Mais tu as des valeurs où tu as respect. Il faut nous préserver. Des valeurs, on entend. Et ces valeurs-là, ça, à signaler, on y a un bon moment qu'ils ont arrêté, justement, défendu. Par exemple, dans l'école, tant de petits monde qui a géré maman à dans le collège, en tant qu'adulte responsable, il faut intervenir pour dire attention, on ne va pas faire ça ici. Dans l'école, ou quand respectons l'école, ouais, tout ça veut à ça. En vrai, petit à petit, des gens qui ont laissé passer, quoi. Ça, c'est le savoir-être, le savoir à génération, génération. Oui, non, mais ça, sont questions de respect dans la société-là. Comme tu as transmettre aussi. C'est-à-dire, ni des côtés, ouais. Nous bien parler de l'abbé qui a agressé. Ah oui. À longtemps avant ça. Oui, mais fais-moi bon, alors qu'à un moment donné, ni des gens qui n'ont pas été agressés. Ou peut-être des différents événements. Hein. Moi, en partie d'accord avec la radio, ça fait pas passer. Mais, on n'a pas été agressé, mon.
Mais nous qui comptons pour eux, nous qui vivons problème là. Qui responsabilité? Non, attends. Le problème là, c'est que nous tenions une société qui était qu'à vivre peut-être parfois lui-même, mais qui tenions une règle de vie ensemble. On règle de vie ensemble. Une hygiène de vie, que tu français. Si vous voulez, mais tout en règle de vie qu'elle nous tenait. C'est vrai qu'à petit il y avait tout un certain nombre de lois parfois qui très permissifs, qui paraissent et tout c'est bien ça. Ils mettaient l'enfant roi, ils mettaient ceci, ils mettaient cela. Les médias aussi, les médias. Et avec les modes de vie qu'ils viennent nous ici, à travers les habitats, à travers ton certain nombre. Et les idées qui étaient véhiculées, tout ces bidons-là, c'est beaucoup plus l'individualisme qu'a primé, c'est beaucoup plus la non-solidarité, etc. Et c'est l'aspect consommation, l'aspect avoir, etc., etc. C'est pour ça que très souvent, on voit des gens qui ont pour un butin complètement bête, parce que l'envie d'avoir a mené à aller beaucoup plus loin que simplement. Avant, où tu une petite volée, ça a existé en société, en nous, ça. Mais il n'y a pas de cas pour etc. À l'heure actuelle, a pas tout à fait même idée. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une transformation qui est faite à niveau là, ça. Et on y tout en surveillance qui était faite dans la société, en nous, à travers les modes de vie, la cour, en quartier, en commune, etc., qui était fait que, ou était si vous voulez, qu'il y ait violence, ou était empêché violence là, ça, exprimer et à être loin. Bon, on sait le petit exemple, nous, toute l'école, nous connaissons ça, nous avons fait des toujours un petit combat. Mais nous avons dès que vous voyez, nous avons prendre la main à l'air, nous avons arrêté le combat là. Ou gagner, ou perdre, si vous voulez retrouver. Mais nous n'avons pas laissé les gens aller plus loin que ça. À l'heure actuelle, nous n'avons pas de petits combats. Nous avons fait un chercher un ciseau ou un butin, ça va venir dans l'idée en nous, en tête en nous. C'est-à-dire que nous avons une conception, un mode de vie. Alors, il n'y a ni influence à la télévision, ni à tout. Mais ni nécessité à ce que, simplement, nous ramener les butins à véritable réalité à eux et faire en sorte que les relations dans la société en nous beaucoup plus apaisées. C'est vrai que les situations sociales et tout le monde a joué dans tout ça, mais il faut en même temps, en disant à la société là, un certain nombre de vecteurs de ramener les butins à juste mesure à eux, etc. Bon, dans un certain nombre de sociétés, on y ça les chefs coutumiers, etc., qui permettent justement de réguler ces butins. La loi telle qu'elle est là, il ne peut pas permettre de réguler non plus totalement ces butins-là. Et même qu'a fait que nous avons une adaptation qui a fait que, à la limite, retrouver au 2 ou 3 jours la jole, c'est petit mal encore on dit là. Donc il faut faire très attention à tout ce système-là qui est en place. Bon, ça qui arrivait, effectivement, à pas attenter à vie, puisque Jean Borda était debout. Ça n'a pas un côté qui est bon. Mais, nous avons un particulièrement grave, c'est que, dans le développement mental, par exemple, pourquoi parler de critiquer les élus? Oui, on peut critiquer les élus. Il ne faut pas, au contraire, que sous prétexte de qu'on ne pas dire moun qui de vérité à eux, un certain nombre d'habitants. Mais on peut faire attention aux paroles. C'est pour ça qu'on dit l'autre jour là, que là, on va poser au problème de l'élection et qu'on va répondre à un coup ça chien, c'est tout le chef à bâtir. Camarade, excusez-moi, en niveau en gêne et de là, il n'y a pas de respect pour ces chiens-là gagner l'élection. Terminé, c'est comme ça. Donc, si vous voulez, et ça n'est pas valable pour l'élection seulement, ça valable pour d'autres paroles et tout ça. C'est-à-dire, la violence physique, toujours qu'à précéder d'une violence verbale. Ce n'est pas normal qu'on vienne dire, baisser la radio là, et c'est bien, que ça terminé par, ou qu'on vienne bousculer, ou normalement, c'est-à-dire, ouais, excusez, et terminé. Mais il n'est pas obligé même pour ça, n'importe qui dans la rue là. De plus en plus, vous rendez vous compte qu'il y a des gens qui répondent vous, foutez-moi la paix, on a fait ça en vrai. Et c'est ça, c'est ramener la société là, une société beaucoup plus apaisée, beaucoup plus qu'à respecter qu'il y en a l'autre. On vient donc d'avoir bien compris les positionnements et aussi le contenu à travers les développements, le contenu que vous donnez à ce concept. On a bien compris. Mais Ramaï, la situation que nous connaissons, cette violence qui dure, est-ce que, ma foi, le simple fait de ne pas maintenir une certaine, je dirais, fermeté, est-ce que tout cela
ne nous entraîne pas, nous, notre génération, dans ce que j'appelle une transmission intergénérationnelle, donc de notre génération vers les autres, vers notre progéniture, une transmission inquiétante. Si nous passons l'éponge, nous trouvons toujours des analyses pour expliquer des choses, c'est inquiétant tout cela, parce qu'il faut penser demain, penser à la génération de demain. C'est effectivement, le problème est plutôt bien posé. On ne doit pas toujours trouver des excuses, parce que souvent, quand quelqu'un a commis un acte répréhensif, on a toujours des gens, parfois non des moindres, même situés souvent au niveau des élus, pour trouver des circonstances atténuantes. Et les années, plus les circonstances atténuantes a donné ce que nous avons aujourd'hui. Nous sommes comme un tribunal avec des avocats, alors. Et donc, la défense, c'est toujours trouver des raisons. C'est la démocratie. Oui. Je veux bien, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Ce problème de violence, ce qui est arrivé au maire de Montnal, M. Bardaï, illustre bien cette situation où il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de respect. Et mes prédécesseurs ont dit la même chose, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas de respect. Ça s'est dilué dans le temps parce qu'on trouve toujours des excuses à ceux qui ont commis des exactions. Et pour moi, ce qui est arrivé à M. Bardaï, sans pour cela me réjouir de cette affaire-là, que je condamne, il faut punir ceux qui ont commis... Tu parles comme Jalton, apparemment. Il faut punir ces gens-là. Mais ça met bien en évidence, et heureusement, quelque part, je dirais, que c'est arrivé comme ça. Et ce n'est pas trop grave au niveau santé, il n'y a pas eu tout de grabuge, mais ça met bien en évidence que nous, population, nous sommes tous les jours agressés par exemple, le niveau sonore. On ne peut pas demander, comme M. Baudet, à baisser le niveau sonore de la radio, mais de la mobilette qui passe, de la voiture aussi, de la voiture, de tapage nocturne ou diurne. Donc, on ne trouve pas de personnes, d'autorité pour prendre le relais, pour rétablir cette situation. Mais il y a les parents, il y a aussi... Mais j'y viendrai. Pour rétablir, on va à la police, par exemple. C'est le rôle de la police, de la gendarmerie, de régler ces genres de problèmes pour ne pas laisser envenimer la situation dans la société. La police, là, même, mais tout ça, c'est un problème d'autorité. Et là, je reviens justement, tu me parlais de famille. Pour moi, aujourd'hui, les remèdes apportés, on l'a connu, on l'a vécu. C'est une situation plus stable, moins dangereuse en Guadeloupe. Par le passé. Par le passé. C'est tout simplement revenir à un certain nombre de choses qui ont marché par le passé. Des valeurs qui ont marché par le passé. L'autorité de la famille. L'État a pris l'autorité des parentales. L'école aussi. Mais l'autorité parentale, oui, le parent n'a plus d'autorité. Il y a un effritement de l'autorité parentale. Et comment un parent peut sévir et faire l'éducation de son enfant si déjà à la moindre petite chose, l'enfant me dit, moi je fais tel numéro et l'assistance sociale va prendre le relais. Et pour donner raison à l'enfant en face des parents, comment voulez-vous? Voilà le résultat. L'autorité parentale n'existe plus. L'autorité de l'enseignant que nous avons connu, oui, et qui a donné des résultats. L'enseignant n'a plus d'autorité. La police dont tu parlais, oui, n'a plus d'autorité. Pour moi, il faut rétablir au moins ces trois autorités. La famille, l'autorité parentale, l'autorité de l'enseignant, l'autorité de l'État, la police. Parce que vous, quand vous avez un problème, c'est la police que vous appelez. Et donc, à partir du moment qu'on va rétablir l'autorité, à mon avis, on va trouver un certain nombre de solutions à nos problèmes. C'est parce que cette autorité-là n'existe plus. Quand on parle, par exemple, un enfant qui commet des actes délictueux, oui, mais tout de suite, il y a un relais d'État qui se met en place. Oui, les emplois civils. C'est pas forcément mauvais. Mais on trouve des situations où le parent n'a plus d'autorité, n'a plus de rôle à jouer.
Aujourd'hui, et après, qu'est-ce qu'on dit? C'est le parent, c'est le parent qui doit prendre la responsabilité. C'est le parent qui doit faire. Moi, je suis prêt à prendre mes responsabilités en tant que parent. Et d'ailleurs, je n'ai pas eu ce genre de problème avec mes enfants. Et heureusement, pour beaucoup de Guadeloupéens comme moi. Mais ceux qui ont un esprit plus faible, qui n'ont pas les moyens, ou alors qui sont des parents vivant seuls, que ce soit père ou mère, on n'a plus le temps. Il y a un certain nombre d'éléments qui ont changé. Par exemple, la maman travaille, le papa travaille, la grand-mère n'est plus là. À l'époque, tout ça réuni faisait qu'on avait une certaine, un bon fonctionnement de notre société. C'était synchronisé, quoi. C'était bien synchronisé. Mais on n'a plus ça. La vie a évolué, c'est vrai. Il faut s'adapter. Mais pour moi, les autorités qui n'existent pas. Et pour conclure, familial, je répète, l'enseignant et l'autorité de l'État, à travers la police, la gendarmerie, etc., il doit le prêter. Tout ça, il n'y a plus de respect. Les élus, il faut avoir du respect pour les élus. Donc voilà, c'est ces autorités. Il faut rétablir l'autorité pour qu'on puisse avoir une amélioration dans le fonctionnement de notre société, non seulement de la Guadeloupe, mais je dirais même de la France, parce que c'est le même problème qu'on a partout. Oui. Alors, nous avons écouté notre ami Ramaï qui a son point de vue. Si je crois bien, je comprends. Il faut revisiter l'autorité familiale, revisiter l'autorité de la judiciaire aussi, à l'école. N'est-ce pas? Il y a tout un chantier, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Comment, je dirais, articuler ces exigences de manière à ce que nous ayons des lendemains meilleurs pour nos enfants, pour la société guadeloupéenne, puisque nous parlons de la Guadeloupe surtout, guadeloupéenne de demain. Est-ce qu'on va surfer dans l'imagination et dire que faut nous faire ça, faut nous faire ça, faut nous faire ça, ou du moins, est-ce que commencer vraiment par agir? Il n'est pas trop tard, Nico. Oui, je pense, Jean, que il ne faut pas confondre, à mon avis, les causes et les conséquences. Les causes et les conséquences. Ah ouais. C'est pas facile hein, oui, de faire la part des choses entre les causes et les conséquences. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'attaquer aux conséquences. Il faut nous identifier les causes. Hein? Identifier les causes. C'est comme si on a décidé qu'on a brisé le thermomètre pendant la fièvre. Quand il a déterminé tel butin. Voilà, si vous cassez le thermomètre, la fièvre est baissée. Hein? Bon, donc il faut attaquer la cause de la fièvre. Et donc la Guadeloupe doit chercher, c'est vrai, la cause de sa fièvre, ou les causes de sa fièvre. Hein? Bon. On entend souvent dire que c'est politique. La raison du mal, c'est... Souvent on entend dire ça. Hein? Le problème, nous sommes malades de notre réalité politique. Oui, nombreux sont ceux qui le disent. Hein? Mais moi-même, à bien des égards, on peut s'accorder là-dessus, n'est-ce pas? Mais est-ce que tout se cantonne à ça? La question économique aussi, parce que du travail aux gens. Tu vois, voilà, on y arrive. Hein? Oui. On y arrive. Et peut-être aussi qu'il faut démarrer par les choses plus spirituelles, peut-être. Hein? Moi, je pense qu'il y a un défaut d'initiation ici. D'initiation, au sens large du terme, hein, d'initiation. Les lieux d'initiation sont en perdition. D'initiation, oui. C'est-à-dire que, bon, alors pour le dire sans être un grand spiritualiste, certains pensaient que l'armée était un lieu d'initiation. L'armée, Saint-Jean-Bosco aussi. En tout cas, des structures de la sorte. Donc il y a un problème de lieu d'initiation. Il y a aussi les problèmes d'exemplarité. L'exemplarité, oui, ça c'est important. Ça aussi, parce que moi, quand on te gagne un tel, gagne un tel. Hein? D'ailleurs, petite parenthèse, une petite histoire. Il paraît qu'un jour, dans une école à Cayenne, Gaston Monnerville, quand il était en 6e, il battait ça, habitait tout ça, il était assis au premier rang et il a présenté un grand Guyanais qui vit dans l'école là. Oui. Et il a dit, voilà, chers enfants, voici un grand Guyanais. Et Gaston Monnerville a raconté, une tête a été levée, parce que beaucoup étaient géants, les enfants, il dit, moi, je vais être comme ce monsieur-là. Hein? Et c'était Félix Eboué. Hein? Voilà. Mais on bitait, qui est clair. Hein? On rend compte qui est historique et qui est... C'est-à-dire qu'il a dit, voilà, petit Guadeloupéen, voilà, ça c'est René Beauchamp. Hein? Oui. Lévé Tétard, hein? Il était toute vieille, en boucle voilà. Hein? Au lieu où c'est passé à droite, fait les bitins, quoi que ça, encore il faut changer, il fera à mesure qu'on pile le rechargeable. Hein? Il y a quelque chose dans la construction de l'homme, dans la constance et dans ses valeurs. Voilà. Ça c'est l'exemplarité et ça, c'est l'initiation. C'est deux bitins de base, et qui vont de pair avec l'éducation. Et de manière générale,
de la régulation. Hein? Donc, c'est dommage que Raphaël Spiron n'est pas là. Oui, en fait, il nous écoute. Tu vois? Donc, je pense que là, on cherchait dans les causes. Hein? Bon. Il y a puis une deuxième chose aussi. La Guadeloupe, elle souffre, de mauvaises méthodes. Les méthodes ne sont pas bonnes. La maladie méthodologique. Les méthodes. Par exemple, le Broca dit, attention, moins, on fout des pains pour un pain. Hein? Bouga dit, on pépède on bateau pour un matelot. Hein? Des choses qui circulent là et qui, à mon avis, de même que pour faire des œufs, pour faire des omelettes, il faut casser les œufs, mais il ne suffit pas de casser des œufs pour faire des omelettes. Donc il y a un problème de méthode, de méthodologie. Et puis, en dernière chose, il y a un problème de stratégie. De stratégie. Alors, et il y a des problèmes stratégiques. On confond le court terme et le long terme. On confond l'instant et le temps. On confie la réaction par rapport à l'action. Hein. Tout ça, c'est du travail aux mains de nos éducateurs, de nos initiateurs, de ceux qui donnent de l'exemple. Ça, on est à la base, on est à la racine. Faut retourner à racine à pied bois là, avec les valeurs, au lieu de dire fuis la pourrie. Hein. C'est ça, je pense, que le travail qu'il y a à faire dans le pays, et de manière profonde. Alors, crise méthodologique, crise stratégique, tu dis, je crois comprendre. Tout à fait. Mais ça, c'est nous avons failli à ce niveau-là, collectivement, alors. Alors, bon... on ne peut pas toujours incriminer les élus, n'est-ce pas? Non, c'est pas ce que tu vas voulu dire, mais... C'est pas un problème d'élus. Hein. C'est un problème, si vous voulez, d'organisation et de vision sociale qui est en train qui modifie complètement les nous. Et qui n'est pas déterminé par nous, et qui tout rien posé. Il faut nous être très conscients de ça. Hein. Attention, nous tenions manière à fonctionner. Nous tenions manière à fonctionner. On a bien parlé même organisations sociales. Hein. On a bien parlé de la cour, on a bien parlé des quartiers dans les communes, etc. Nous tenions manière que nous devons fonctionner, qui était qu'à faire qu'il y ait une autorité naturelle, et il pas obligatoirement individuel, parce qu'on a des familles défaillantes aussi. Hein. Ouais, mettez tout un collectif qui était qu'à répondre les bitins en main, qui était qu'à remettre les bitins en ordre. C'est ça qu'on a créé la solidarité. Et c'est solidarité-là, ça que détruit petit à petit, qui détruit petit à petit, au profit d'une sorte d'individualisme forcené. Pourquoi, à l'époque, un grand monde, tu as dit une bêtise dans la rue, tu as reprendre. À présent, on a fait ça. La famille a demandé aussi c'est tard pour parler comme ça. Donc c'est la responsabilité de la famille. Si vous voulez, oui, non, mais attention, c'est trop facile de dire ça. C'est-à-dire qu'il y a induit aux mentalités qui parlent. C'est là, d'accord, pour l'aspect spiritualité. Il faut retrouver ça qui a fait spiritualité, fondement à par la population, à la manière de construire une société. Il faut retourner à des valeurs culturelles, respect, etc. Il faut ni ça, confondement. Or, nous devons nous confronter à tout un certain nombre de lois. Tu as parlé de tout à l'heure. En famille, on tu as dit ça au foie. Tu as dit ça trop des fois. Bon, alors, on va faire un bon tape pour comprendre. Arrêtez. Il faut un tape après ça. On va faire un tape. On peut trouver des gens là qui ne parlent pas, mais on peut trouver un voisin qui a dit qu'il a maltraité des gens là, etc. Après ça, un bon avion. Oui, mais... à un moment donné, il dit tu vas rester tranquille. Madame était là, il voit pilote là, il dit qu'il a porté plainte. Parce que monsieur a maltraité des gens là, c'est un bébé, il lui a foutu une tape sur les fesses. Oui. Donc, toutes ces bitins-là, ça contribuait petit à petit à un délitement à la société. Sans compter la situation, on parle des politiques. Mais c'est bien des décisions politiques, hein. C'est les décisions économiques qui ont fait que la situation n'a pas dégradé en l'air. Et on pas ni maîtriser la situation là, ça, et petit à petit. Alors, ni effectivement combat à mener pour redresser ça. Oui, mais alors, on va donc revenir, on va prolonger là, notre analyse. Alors, je retourne vers vous, monsieur Viatoire Ramaille. Hein. Alors, c'est sûr, nous l'avons entendu, hein. Il y a la famille, il y a la société d'une manière générale, on peut dire ça comme ça. Il y a le terme qu'on utilise, société, l'état volo, les choses ne sont pas comme avant, parce qu'il y avait un certain nombre de valeurs qui
qui nous permettait d'assurer des lendemains meilleurs, de garantir en tout cas des lendemains meilleurs pour nos enfants. Mais nous sommes face à la réalité du moment. Nous sommes en permanence dans la dénonciation, n'est-ce pas? Il faut aller vers l'énonciation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ce que j'appelle ce marasme, cette inquiétude qui perturbe, parce que cette société, elle ne peut plus continuer comme ça. Donc, en aval aussi, on a vu ça. On ne connaissait pas ça. Vous allez me dire peut-être, oui, mais pour revenir à ce qui s'est passé au carnaval, on me dira, oui, mais c'était le carnaval, il n'était pas comme ça. Il y a toujours des règles. Mais comment faire pour revenir à des valeurs beaucoup plus paisibles et qui garantissent, en tout cas, un avenir idéal, un avenir meilleur pour cette Guadeloupe, pour la Guadeloupe, parce que les choses ne peuvent pas continuer comme ça en l'état. Ah ben, ça, c'est sûr qu'il faut trouver des solutions. On a des mots, et ben, il faut trouver des remèdes. Et lorsqu'on on voit en Guadeloupe, tous les matins, on entend cette violence qui s'exerce entre jeunes. Et souvent, et puis violence routière, toutes sortes de violences, violence familiale, entre couples, entre enfants. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai donné un avis, c'est peut-être pas le bon, mais c'est rétablir les autorités, l'autorité familiale, parentale, comme je viens de dire, de l'enseignant, de la police, l'exemplarité que Nico parlait, je suis tout à fait d'accord. C'est pas les exemples qui nous manquent en Guadeloupe. Des gens qui ont réussi, pour prendre exemple, des référents, mais des gens qui ont réussi, des modèles pour montrer le chemin. C'est pas ce qui nous manque en Guadeloupe. Par exemple, le sportif, la Guadeloupe, terre de champions, c'est pas ce qui nous manque ici. Par contre, dans le domaine artistique, on n'a pas de crise de modèle dans l'art. L'art et la culture, on n'a pas de crise de modèle. On n'a pas toujours de bons modèles. On a des modèles aussi. On a des modèles. Je vais vous dire, quand je dis crise de modèle, ce n'est pas mauvais ou pas, mais je vais vous dire, dans le domaine culturel, la chanson, on est plein de modèles. Kassav est un modèle. Par exemple, on a de bonnes références. Oui. Et pourtant, ça ne marche pas. Le problème est ailleurs. C'est que le problème est ailleurs. On n'a pas encore traité ce problème. De toute façon, ça prend de l'ampleur. Mais ça prend de l'ampleur non seulement en Guadeloupe. C'est peut-être un petit peu plus rapide en Guadeloupe, selon certains. Mais c'est à l'échelle de la France. Il y a des problèmes, à mon avis, il y a des solutions législatives à apporter. Ou en tout cas, déjà, dans un premier temps, d'appliquer la loi, tout simplement. D'appliquer la loi, tout simplement. Il y a une nuisance sonore, ça se fait une fois, ça se fait deux fois, ça ne doit pas se faire trois fois. Respect des autorités. Absolument. On met quelqu'un en prison parce qu'il a fauté une fois, deux fois, ça ne doit pas arriver trois fois. C'est qu'il y a un problème. Il y a des gens qui retournent 10, 15 fois en prison. C'est qu'il y a un problème. Il y a quelque chose à régler dans cette société. J'ai assisté à quelque chose. Ce sont les marginés, ce sont eux qui, je dis, à la limite, pour imaginer un petit peu, qui font la loi. Parce que difficulté. On voit des gens marcher avec de gros colliers en or autour du cou. Et puis moi, je ne peux pas marcher avec mon collier. J'aurais tendance à dire que j'ai acheté. Il y a un problème. Ce sont vu une dame. Des éléments de société qui interpellent. Pour vous citer un petit pour bien imaginer ce que je dis là, je rentre à la messe à l'église de Saint-François, il y a quelques semaines de cela. Une dame rentre, une dame de certain âge. Elle rentre, elle s'assied au pied d'un poteau, une pylône à l'intérieur de l'église. À l'intérieur de l'église, au fond de l'église, elle rentre, les poteaux du fond de l'église. Elle met ses bijoux. J'assiste à ça. Elle met ses bijoux. Ensuite, elle va s'asseoir pour assister à la messe. Et à la sortie de la messe, elle revient s'asseoir au pied du même poteau pour retirer ses bijoux. Pour aller chez elle. Ça, c'est inadmissible. Il y a un problème. C'est inadmissible. Ce n'est pas un problème d'élus. Certainement, ce sont les élus qui font la loi. Mais il y a un problème d'autorité, de faire respecter dans un premier temps la loi de ce pays pour que les gens puissent vivre en paix. Je vais juste préciser, une fois, mon épouse s'est fait aussi choper, entre guillemets, sa chaîne. Elle venait de faire ses courses, elle avait les deux mains remplies de cabas.
et un petit bonhomme est venu, il a piqué sa chaîne. Moi, je pensais, écoutez, ça, on n'a jamais pensé un instant, c'est le Guadeloupe comme ça. Mais ça fait un moment que ça dure. Oui, ça fait un moment que ça dure. Juste pour dire une dernière chose, moi, j'estime que ça ne doit pas. J'ai perdu mon fil. Tu m'as fait perdre. Allez, continue, j'ai perdu mon fil. Donc on fait. Oui, René, peut-être. Non, ce que je voulais dire, faut bien comprendre un certain nombre de choses. Je te parle du jeune qui se retrouve en situation où il n'a rien. Et bien, il est comme tous les jeunes. Il a besoin d'avoir, il a besoin aussi de sortir, il a besoin, etc. Il a besoin de cela. Bon, il voit qu'il y en a d'autres autour de lui qui ont cette possibilité, et il y en a d'autres qui sont comme lui d'ailleurs, qui n'avaient rien, mais qui ont aussi cette possibilité. Pourquoi ? Parce que par le trafic, par ceci, par cela, etc. Oui, mais et petit à petit, non, mais je te parle les phénomènes de groupe qui se font. Oui. C'est que petit à petit, il ne finit pas décider, il ne finit pas dire à un moment donné, mais pourquoi il ne peut pas nier alors qu'elle est. Donc il est dans ça, il a voyé. Et le problème là, c'est qu'il y a des dégradations en dégradation. Et effectivement, autant il était prêt pour d'autres gènes comme lui-même, mais il faut faire attention parce qu'après ça, non seulement il prend, mais il faut évoluer pour prendre. On peut pas. Ça commence au non-respect de la vie. C'est-à-dire son problème de respect. Non, mais son problème de respect. Nous, en tant que... Et c'est aussi en même temps un problème social extrêmement grave parce que, vous savez, aux États-Unis, vous voyez que la délinquance qui a développé dans les milieux sociaux, les plus défavorisés, les milieux de la misère, tout ça, dans tous les pays. À Marseille, c'est même bidon là d'ailleurs. L'Europe de Marseille en France, ça dans les milieux sociaux les plus défavorisés, tous ces bidons là. Dans notre petit pays, d'avoir nos déséquilibres. À notre petit pays, nous, la Guadeloupe. Est-ce que, la question qu'a posée, nous devons toujours trouver des explications à ça pour nous, avant de nous sanctionner ça. Faut nous arriver à... Faut pas nous... Non, mais ça d'après toujours... L'homme manque à sortir fait pour ça. Mais bon, bien, ça toujours ça... Il manger, il faut attaquer, il faut arrêter. Ce sont des actes de vandalisme. Non, mais ça, c'est des actes inadmissibles et il faut nier effectivement en prévention. Mais il faut prévention là aussi collectif, souvent. Oui, c'est-à-dire que très souvent, le développement sur le mental. Avant, on montait en malade, tout le monde était capable de porter ça pour COTP. À l'heure actuelle, c'est chaque monde démerdé avec un match. Ou bien, mais ça, il caresse bon coup de couteau. Donc, il faut développer l'esprit collectif et l'esprit de réaction collective de plus en plus forte à niveau là, ça. Et puis, pour moi, c'est fondamental, de revenir à ça. Sur ces questions-là, moi, c'est dommage, j'avais 3 questions à poser à Raphaël Spéronel. Oui. J'avais d'abord à lui demander en tout cas, il nous entend, quel est l'état de l'influence parentale aujourd'hui. Oui, l'état de l'influence. Quels sont les états de la question environnementale, au sens large du terme. Oui. Et troisièmement, qu'est-ce qu'on peut dire de cette science nouvelle qu'on appelle l'épigénétique, d'un point de vue personnel, d'un point de vue collectif? Ça, c'est 3 questions. Il a du travail, là. Qui répond. Il a 2 heures pour rédiger la réponse. Et puis, il y a une deuxième habitante, je l'ai dit, et on n'a pas le temps, mais Jean, sincèrement, quand tu nous as demandé de réfléchir sur la violence, moi, à pas arrivé jusqu'au bout, j'ai été bloqué sur la souffrance. Sur la souffrance, c'est chiant. Parce que, sincèrement, la souffrance en Pays Lassa, qui est sourde, qui est contenue, est forte. Et c'est lui qui est génératrice de violence. Est-ce que cette souffrance, selon toi, légitime cette violence-là? Il a généré. Donc, on ne peut pas faire l'impasse assis. Non, la souffrance des gens. Attention, les gars. Attends, la souffrance... Je me permets de dire, nous sommes écoutés, là. Il y a le monde... Mais souffrance, ça, Jean. Je trouve le peuple guadeloupéen bien fort, avec souffrance, et que finalement, dans d'autres territoires, souffrance-là, ça, territoire déjà explosé, diffusé par tous côtés. Et bon, ça n'excuse rien, mais c'est un facteur de lecture pour dire qu'il y a du travail, avant de dénoncer les violences, retournons aussi aux causes profondes de la souffrance profonde qu'il y a, et les causes de cette souffrance-là qu'il faut combattre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut redynamiser la vie sociale à travers une économie prospère,
pour que tout le monde puisse travailler. S'il y a un problème, si la cause c'est l'exclusion sur le travail, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ceux qui légitiment doivent se mettre à l'œuvre et créer les conditions pour le développement économique? Je ne sais pas. Je vais faire 5 secondes de Raphaël Speronel. Allez, vas-y, je t'autorise cette fois-ci. Ce n'est pas des contradictions, c'est des paradoxes. Oui, des paradoxes. Donc ça veut dire qu'il y a une lecture des contradictions à régler et des paradoxes à identifier. Je crois que c'est ça le parce que nous sommes devant cette impérieuse, en quelque sorte, cette urgence de penser la Guadeloupe demain, pas penser la Guadeloupe. Alors, parce que nous devons nous quitter sous un rythme musical agréable. Donc, on termine là-dessus. Un petit mot pour terminer l'émission. Bon, cette affaire de souffrance, je pense que la Guadeloupe n'est pas plus en souffrance que le reste du monde. Et j'ai l'impression que c'est peut-être parce que nous sommes trop bien. Peut-être artificiellement, parce que si on regarde l'aspect économique, mais non, il faudra remettre les choses à plat. Comme il y a beaucoup de paradoxes, comme il dit, il y a beaucoup de paradoxes, c'est vrai, beaucoup de contradictions, c'est vrai, et c'est là peut-être qu'il faut chercher les solutions dans les paradoxes et les contradictions, mais en matière de souffrance, j'ai l'impression que nous sommes le pays le plus souffrant de la planète. Nous voyons ce qui émerge, mais la réalité, le soubassement, ne le voit pas. Poignée de l'eau, nous allons écouter. C'est sûr que la situation, elle n'est pas rose. Nous allons devoir nous quitter, malheureusement, et sur un rythme musical pour, je dirais, adoucir les cœurs. Voilà, chers téléspectateurs, nous vous disons donc passez un bon dimanche et à dimanche prochain pour une autre émission Eco Club. Nous, dépossédez-nous, parce que t'es ça, nous t'es trop vaillant. Elle va chiver, elle va bijoux, chaudi jour, nous toujours brisés. Quand c'est chaîne, t'es ni en pied, c'est juste en tête, nous, y'o rivé. Tous les jours, faut nous courager, tous les jours, faut nous courager, tous les jours, faut nous courager, en bas c'est le BA. Tous les jours, faut nous courager, tous les jours, faut nous courager, tous les jours, faut nous courager, en bas c'est le BA. Comme les gens passés, mais nous pégeons oubliés, tout ton injustice que durée. Nous bébés avancés, qui sont 27 67 dérivés. Alors que tout ça y était blé, c'était respect et dignité. Laissez-yo parler, laissez-yo nous ça y est. On nous gâte des faire pour continuer à lutter. Tous les jours faut nous courager, tous les jours faut nous courager, tous les jours faut nous courager, en bas c'est le BA. Tous les jours faut nous courager, tous les jours faut nous courager, tous les jours faut nous courager, en bas c'est le BA.
tous les jours, faut m'encourager. Tous les jours, faut m'encourager. Tous les jours, faut m'encourager. Encourager en bas CPA. Tous les jours, faut m'encourager. Tous les jours, faut m'encourager. Tous les jours, faut m'encourager. Encourager en bas CPA. Tous les jours, faut m'encourager. Tous les jours, faut m'encourager. Tous les jours, faut m'encourager. Encourager en bas CPA. Tous les jours, faut m'encourager. Tous les jours, faut m'encourager. Tous les jours, faut m'encourager. Encourager, je vous écoute. Tous les jours, faut m'encourager. Tous les jours, faut m'encourager. Tous les jours, faut m'encourager. Encourager en bas CLBA. Tous les jours, faut m'encourager. Tous les jours, faut m'encourager.